Zéro émission avec François Gemène. Bonjour François. Bonjour Benjamin. Professeur à HEC et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cette semaine, on se penche sur un rapport qui fait froid dans le dos. François, il vient d'une ONG, le Centre de lutte contre la haine en ligne. Effectivement, c'est une organisation qui est reconnue pour ses travaux sur la désinformation, notamment pendant la crise du Covid. Eh bien, cette organisation, le Centre de lutte contre la haine en ligne, elle s'est intéressée aux nouvelles formes du déni climatique sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne, et notamment sur YouTube. Et le rapport s'est aussi intéressé logiquement aux profits que générait ce déni climatique. YouTube, par exemple, empoche 13 millions de dollars par an grâce aux vidéos climato-sceptiques qui sont hébergées sur la plateforme. Et que montre ce rapport alors? Eh bien, il montre surtout, Benjamin, que les stratégies de déni climatique ont profondément évolué au cours des 5 dernières années. En 2018, par exemple, des arguments qui prétendaient que le changement climatique n'existait pas ou que les activités humaines n'en étaient pas responsables, eh bien, elles constituaient encore les 2/3 des vidéos dites climato-sceptiques. Désormais, ces arguments ne constituent plus qu'un tiers des vidéos et ils ont été remplacés par des arguments qui portent sur la fiabilité de la science du climat, qui portent sur les impacts bénéfiques du changement climatique et surtout, qui émettent des doutes sur l'effectivité des solutions mises en œuvre. Et j'avoue que moi, ça m'a quand même assez interpellé, parce que est-ce qu'on peut vraiment ranger les doutes sur les solutions dans la même catégorie que les doutes sur la réalité du problème lui-même? En d'autres termes, est-ce qu'on peut vraiment considérer que le pessimisme, eh bien, c'est désormais une forme de climato-scepticisme ou de déni climatique? Ça semble un peu radical quand même. Ben, à moi aussi, je dois dire. Je crois qu'on peut considérer qu'un certain recul critique parfois sur les solutions est nécessaire pour ne pas acheter un chat dans un sac ou pour ne pas courir après des chimères. Pour autant, même si l'étude est américaine, je dois dire que je suis quand même assez frappé par la prolifération, en France aussi, de vidéos qui affirment par exemple qu'on n'aura jamais assez de matériaux pour la transition, que les COP ne servent à rien, que le Green Deal serait néfaste pour l'Europe, que la décarbonation de l'économie est inutile si on ne renverse pas le capitalisme. Et tout ça est souvent, il faut le dire, exprimé dans des interviews fleuves assez interminables. Et le résultat, Benjamin, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est que 16% des Français, c'est-à-dire un Français sur 6, pensent désormais qu'il n'y a plus rien à faire. Et ce défaitisme, évidemment, génère de l'immobilisme et de l'éco-anxiété. Mais c'est vraiment lié à l'effet de ces vidéos, il n'y a pas d'autres facteurs? Ah, bien sûr, il n'y a pas que les vidéos et la gravité de la situation elle-même y est sans doute pour beaucoup. Mais quand même, je suis frappé de voir à quel point notre communication sur le climat, eh bien, elle est très souvent négative, clivante et, il faut bien le reconnaître, assez plombante aussi. Par exemple, on insiste toujours sur les risques et les coûts qui sont associés à l'inaction, mais on ne parle presque jamais des bénéfices qui sont générés par l'action. Et donc on dit aux gens ce qui va se passer si on n'agit pas, mais on parle très peu de l'intérêt qu'il y aurait à agir. Et donc c'est pas très motivant, parce que souvent pour agir, nous avons besoin de pouvoir voir les bénéfices de notre action. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette communication si négative? Ben, je pense qu'il faut s'interroger quand même sur le modèle économique des algorithmes des plateformes en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont s'informer en ligne sur le climat, notamment sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Or, ce qui va générer de l'engagement sur les réseaux et donc des revenus, ce sont souvent les contenus qui sont clivants et négatifs. Ce sont les émotions qui vont générer le plus d'engagement, et en particulier quand ce sont des émotions négatives comme la colère, l'indignation ou le désespoir. Et donc, de ce fait, quand votre modèle économique, notamment pour certains médias, repose sur l'engagement que vous pouvez générer sur les réseaux sociaux, eh bien forcément, vous allez surtout mettre en avant ce qui va générer le plus d'engagement et donc le plus de revenus. Entre une vidéo positive qui va montrer que les solutions qui va vous expliquer qu'on est fichu et qui va agiter des peurs, eh ben le choix est vite fait, malheureusement. Mais ça ne va pas créer un électrochoc qui va justement pousser à l'action? En fait, je m'interroge assez sur les formes d'action que ça génère. Quand vous mettez un like, par exemple, sous un post indigné qui dénonce les bénéfices de Total Energy cette année, ben vous avez peut-être l'impression d'avoir agi concrètement pour la transition énergétique, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et au fond, je crois qu'il faut le reconnaître, nous n'avons pas investi dans la communication de la science du climat 1/10 des montants que nous investissons chaque année dans le marketing de chaque nouveau pot de yaourt. En attendant, on peut toujours partager ce rendez-vous zéro émission sur les réseaux sociaux grâce à franceinfo.fr. Merci François Gemène, à la semaine prochaine.